En fait, ça va pas passer. Chacun veut fermer ses capacités pilotables en se disant, de toute façon, vu que j'ai des interconnexions avec mes voisins me vendront de l'électricité quand j'en aurai besoin. Sauf que quand on va à plusieurs dans un restaurant en fin de soirée, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui ait sa carte. Si tout le monde compte sur les autres, ça passe pas. Honnêtement, il y a une énorme déception de mon côté. Si j'avais dû faire un pari il y a un an, j'aurais pensé que le débat sur les sujets énergétiques pour la présidentielle serait quand même meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Le politique est élu pour satisfaire les gens qui votent pour lui. Et les gens qui votent pour lui n'ont pas du tout envie qu'il touche à la voiture ou au chauffage. Donc en fait c'est aussi pour ça je pense que le politique s'escrime tant à opposer éolien et nucléaire, c'est que finalement ça permet de débattre de l'énergie sans toucher les gens. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Dans ce 19e épisode, je reçois Maxence Cordiez, responsable des affaires publiques européennes au Centre de l'énergie atomique. Maxence, c'est aussi 40 000 abonnés sur LinkedIn et 16 000 sur Twitter. C'est donc une voix qui porte aujourd'hui en France sur les sujets de l'énergie et du climat, et il me fallait absolument l'interviewer. Avec Maxence, nous avons abordé le sujet des réseaux sociaux, des responsabilités que l'on porte quand on a une communauté de cette taille à seulement 31 ans. On a aussi évidemment beaucoup parlé de nucléaire, de la gestion du sujet de l'énergie par les politiques aujourd'hui à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Beaucoup de choses à digérer dans cet épisode, riche en rebondissements, vous allez voir. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, à le partager autour de vous et surtout à me laisser un commentaire ou un avis. Cette semaine, je vous partage le commentaire de Flavie Prévost du podcast Le Board. Si vous ne connaissez pas, foncez l'écouter. Flavie m'a laissé un petit commentaire sur Apple Podcast. Un podcast qui change, 5 étoiles. Merci Mathieu pour ses invités au background et au parcours intéressant, qui change un peu du parterre d'invités classique des podcasts. De très bonnes interviews, bien menées et bien montées. Flavie, je te remercie beaucoup pour ton commentaire. Faites comme Flavie, laissez-moi un petit mot, ça me ferait vraiment, vraiment très plaisir. Voilà, je vous laisse en compagnie de Maxence dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Maxence. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast dans ce nouvel épisode de System Sales. Maxence, moi je t'ai remarqué parce que tu as une activité très intense sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Twitter, où tu postes énormément sur le sujet de l'énergie. Donc comme personnellement c'est un sujet qui m'intéresse et qui intéresse aussi mes auditeurs, j'ai souhaité t'avoir avec nous. Je suis très impressionné par le volume d'abonnés que tu as sur ces deux réseaux sociaux. Est-ce que tu peux déjà nous donner juste en termes de chiffres ce que représente ton audience aujourd'hui sur LinkedIn et Twitter? Alors sur LinkedIn, je dois être à peu près à 40 000 abonnés, sur Twitter à 16 000. D'accord, et c'est fou. Et ça montre aussi l'intérêt qui est porté sur ce sujet, sur l'énergie, sur ces réseaux sociaux. Maxence, exercice indispensable, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs? Bien sûr. Alors, je m'appelle Maxence Cordiez, je suis à l'origine ingénieur chimiste, spécialisé en cycle du combustible nucléaire, donc j'ai un master dans cette discipline. Après avoir fini mes études en 2014, j'ai fait un peu de technique, j'ai fait de la physique neutronique et de la thermohydraulique à l'IRSN. Donc la physique neutronique, c'est la physique des cœurs de réacteurs nucléaires. Mais assez rapidement, je suis passé sur des affaires internationales en travaillant de 2016 à 2018 à l'ambassade de France à Londres, où j'étais conseiller nucléaire adjoint. Donc c'était une époque absolument passionnante. Il y avait plein de sujets. Le Royaume-Uni venait de voter pour sortir de l'Union européenne, venait de signer aussi le projet de construire 2 EPR à Hinkley Point. Il y a beaucoup de collaboration entre la France et le Royaume-Uni, donc c'était absolument passionnant.
Et en 2018, je suis revenu en France où, j'ai été embauché par, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un grand organisme de recherche publique en France qui est actif dans de nombreux domaines, pour lequel je travaille encore aujourd'hui. Alors, en parallèle, en 2017, j'ai commencé une activité qui est personnelle, qui n'est pas liée à mon métier, de vulgarisation, d'explication, de communication, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur les sujets énergie-climat. À l'époque, en fait, j'ai commencé ça, c'était avant la dernière présidentielle. Le débat sur l'énergie était à peu près du même niveau qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, assez catastrophique, on va bien le dire. Et plutôt que de le déplorer comme je le faisais jusqu'à présent, je me suis dit: «Bon, bah, on va essayer de contribuer à mon échelle». Et j'ai commencé à poster, quelques trucs sur LinkedIn. Après quand je suis rentré en France, j'ai commencé à écrire des articles dans les médias, donner des conférences, des cours, dans des écoles d'ingénieurs, des universités et cetera. Et c'est une activité que je continue toujours aujourd'hui, alors qui est strictement personnelle. C'est pas en lien avec mon métier. D'ailleurs, je le faisais avant de travailler, pour le CEA en France, mais que j'ai continué aujourd'hui. D'accord, ok. On va revenir un petit peu sur tout ça et on va essayer d'approfondir tous les sujets. Avec plaisir. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, on va d'abord parler d'un petit peu du parcours de Maxence, ce qui le motive à parler sur les réseaux sociaux et justement à vulgariser, mais être assez technique aussi et être une voix sur ce débat de l'énergie en France. Et on parlera dans une deuxième partie du sujet un petit peu plus, de manière un peu plus large sur les enjeux de l'énergie pour la France, l'Europe, le monde. Enfin, on va voir un petit peu où ça nous emmène. Je reprends tout d'abord. Qu'est-ce qui fait dans ta personnalité, qu'est-ce qui fait que Maxence, tu te sens si à l'aise et tu t'es senti l'envie justement d'aller prendre la parole sur Internet, peu importe le canal finalement, puisque tu es aussi invité dans des émissions maintenant. Enfin, comme tu as pris de l'importance sur les réseaux sociaux, les gens de facto te considèrent comme un expert sur le sujet, ou tout du moins tu commences à être reconnu un petit peu comme un expert sur le sujet. Qu'est-ce qui fait dans ta personnalité, dans ton parcours, que tu as eu envie justement de prendre la parole? Alors, j'aurais pas la prétention de me qualifier, d'expert sur quoi que ce soit. Je pense qu'il y a 2 questions derrière. Il y a la question de pourquoi est-ce que je le fais et d'où peut venir mon «aisance» entre guillemets à le faire. L'envie de le faire, comme, je le disais tout à l'heure, elle vient de la pauvreté du débat public sur l'énergie. En fait, l'énergie, c'est un sujet qui a quand même pas mal de composantes, scientifiques et techniques. Il y a des choses qu'on peut savoir, il y a des choses qu'on connaît, il y a des ordres de grandeur. Et si, on ne prend pas ça en compte, en fait, on peut avoir un débat qui est complètement déconnecté de la réalité. En plus, c'est un sujet qui est porteur d'énormément d'enjeux pour la population et l'environnement, que ce soit via le changement climatique ou, tout ce que l'énergie, apporte dans nos vies actuellement, et qui peut être menacé face à l'épuisement des combustibles fossiles, par exemple. Donc c'est quelque chose qui a un rôle majeur dans nos sociétés. Et si on prend des mauvaises décisions, du fait de l'inertie des systèmes, on ne les voit pas tout de suite. Ça s'accumule et ça finit par se matérialiser au bout d'un moment. Et quand ça commence à se matérialiser, il est trop tard en fait. On ne peut pas réagir pour redresser la barre rapidement. D'où la nécessité vraiment de comprendre ce qui se passe, d'anticiper et de prendre des bonnes décisions, même si on n'en voit pas le gain tout de suite. Donc c'est ça qui m'a motivé initialement à vouloir expliquer ce que je comprenais sur les sujets énergétiques. Après, en ce qui concerne l'aisance, une règle que je m'applique, c'est de toujours, vérifier ce que j'écris. Même un chiffre dont je suis sûr parce que j'ai déjà utilisé 10 fois, je vérifie toujours, je source et ça me permet aussi d'être à l'aise et d'éviter de dire, des bêtises. Alors ça m'arrive, hein, comme tout le monde, mais en faisant cet effort de toujours vérifier ce que je crois savoir, ça évite quand même un certain nombre d'erreurs parce que des fois, il y a des choses qu'on pense savoir, qu'on a entendues quelque part et puis en fait, en vérifiant, on se rend compte que, bah, non, c'est pas ça. Et sur des sujets comme ça, il faut vraiment être, il faut pas avoir de position dogmatique, je pense. Il faut vraiment être dans une démarche d'ouverture, d'essayer de comprendre les systèmes. Il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas, et être capable de remettre en question ce qu'on pense savoir,
quand des éléments nouveaux arrivent, des éléments plus précis et ne pas être dans des visions manichéennes, des visions dogmatiques ou idéologiques. Et l'idée en fait, c'est pas de défendre quelque chose contre quelque chose d'autre. L'idée, c'est d'essayer de comprendre les systèmes énergétiques et climatiques sous un angle systémique, voir quelles sont les interactions entre les différents éléments de ce système. Et si on veut faire évoluer ce système dans une certaine direction, par exemple, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre le changement climatique, il faut avoir vraiment conscience de l'ensemble du système pour pouvoir proposer des trajectoires qui soient cohérentes et qui amènent quelque part. Ok, ça rejoint un petit peu vraiment ce qu'on discutait avec Rodolphe Meyer dans l'épisode précédent, et vous vous retrouvez sur beaucoup de motivation. Est-ce que tu parlais, il ne faut pas prendre de position dogmatique, il faut être toujours assez réfléchi et être sûr des chiffres qu'on avance, toujours dans l'optique d'éduquer pour pouvoir prendre des décisions. T'as pas tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce que toi, qui fait personnellement, qui fait que tu sois à l'aise dans une prise de parole comme ça? C'est des choses que tu maîtrisais avant, à travers tes Ah, études, à travers tes... Tu vois ce que je veux dire? mais, C'est dans ouais. l'éloquence, dans la prise de parole par écrit, dans le leadership. Euh, Ah, sur la prise de parole, c'est quelque chose, qui a toujours été assez naturel pour moi, en fait. J'ai toujours bien aimé expliquer des choses, même quand j'étais, collégien, lycéen, faire des exposés, ça m'a jamais traumatisé. Donc ça, c'est indépendamment du sujet de l'énergie, c'est jamais quelque chose qui m'a bloqué. Après, là où ma formation m'a pas préparé à ça et je pense qu'il y a, très peu de monde en France, sinon quasiment aucun étudiant qui est préparé à ça parce que souvent on fait des études assez pointues. Par exemple, quelqu'un qui va travailler dans le solaire photovoltaïque va apprendre le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque et cetera. Il va pas nécessairement apprendre, le rôle du solaire photovoltaïque dans un système énergétique, ses limites, ses avantages, ses inconvénients, comment ça va s'imbriquer avec, le nucléaire, l'éolien, le biogaz, les différentes formes de stockage et et donc les approches systémiques, ça on les apprend pas. C'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais à Londres parce que bon, je venais avec un profil, très technique à l'origine, surtout de la physique nucléaire et de la mécanique des fluides et à Londres, j'ai découvert d'autres sujets, à la fois du nucléaire et de l'énergie que je connaissais très peu avant finalement. Par exemple, comment financer un gros projet de centrale nucléaire, les questions d'acceptabilité, les approches des questions énergétiques. Par exemple, surtout à l'époque, l'approche des questions énergétiques au Royaume-Uni et en France était assez différente. Et donc, l'approche aussi des populations, sur ces questions-là était assez différente. Par exemple, au Royaume-Uni, ce qui compte, ce sont les objectifs et les moyens sont relativement contingents. À partir du moment où la population, est d'accord sur les objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de sortir des combustibles fossiles, finalement après les moyens, éoliens, nucléaires et cetera sont contingents et font beaucoup moins débat. Sur Hinkley Point, le projet d'EPR, il y a eu des oppositions au modèle de financement, par exemple, des gens qui disaient: «Ouais, il y a moyen de financer ça, mieux, ça va coûter cher», mais il y avait pas de il y avait ou très peu d'opposition de fond disant: «Bah, le nucléaire, c'est pas bien». C'est pas vraiment un argument là-bas. Les débats sont beaucoup plus pragmatiques et moins émotionnels qu'en France sur ces questions-là. Et donc tout ça, en fait, ça m'a amené à m'intéresser à différents sujets de l'énergie et après, au fur et à mesure que j'ai pu me former en lisant des publications scientifiques, des rapports, de l'Agence internationale de l'énergie, de RTE, de l'ADEME, de plein d'organismes, des bouquins sur le sujet, bah, ma compréhension et ma connaissance des systèmes s'est améliorée et ça aide aussi à prendre la parole. Quand on finit par comprendre comment fonctionne un système, à le connaître, c'est aussi plus facile de l'expliquer. Est-ce que ta prise de parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux a influencé ta carrière, t'aide dans ta carrière, ou, à ton avis, va orienter ta carrière sur des perspectives que tu n'avais pas imaginées? Ou oui, je pense que, ça effectivement alors
C'est une question qui est complexe, un peu sensible et je crois que j'en ai jamais vraiment parlé, avant aujourd'hui. La, mmh Même dans mon métier actuel, en fait, ça, d'une certaine manière, ça joue. Alors, j'essaie autant que possible de maintenir mon activité professionnelle et mon activité, sur les réseaux sociaux, médias et cetera, séparées, parce que ce sont 2 choses séparées. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est pas pour mon travail que je fais ça. Je le faisais avant, a priori, je continuerai à le faire après. Hem, Après ça joue dans le sens où, bah, des fois dans le cadre de mon travail, je rencontre des gens, dans le cadre du travail, qui me connaissent surtout parce que je fais à côté. Donc, ce sont des contacts que j'aurais pas forcément ou pas forcément de la même manière, si j'avais pas cette activité-là. Heu C'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient en plus et des fois ça peut avoir des influences qui sont pas toujours faciles à gérer d'ailleurs, ça peut être bénéfique, parfois ça peut permettre de simplifier des sujets, même pour le travail, mais après les interactions peuvent être aussi plus compliquées. Par exemple, je travaille pour un organisme, public, de recherche, donc c'est un organisme public qui n'a pas vocation à s'exprimer, par exemple, sur des sujets d'actualité ou des sujets politiques. Moi, de façon personnelle, via mon activité, ça m'arrive de le faire, mais ça, c'est quelque chose qui est toujours, un petit peu compliqué à gérer et pas toujours très confortable parce que, je veux pas non plus mettre mon employeur dans une position complexe. Alors je fais tout ce que je peux pour ne pas l'associer à mes prises de position. Après, dans l'esprit des gens qui peuvent lire ce que j'écris, c'est j c'est pas nécessairement toujours très clair, donc il y a un équilibre à trouver qui est pas évident. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a forcément des prises quand tu t'exprimes sur les réseaux, il y a forcément des prises de position qui deviennent et surtout quand on a une audience comme la tienne, qui deviennent forcément politiques, qui ont un impact politique. Est-ce que tu le mesures ça et est-ce que du coup ça modifie ta façon de t'exprimer? Oui, oui, je le mesure et c'est quelque chose auquel je fais de plus en plus attention, notamment avec l'approche de l'élection présidentielle. Mmh, il y a effectivement un aspect politique, ça m'arrive régulièrement, alors plus sur Twitter que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je publie des choses qui sont généralement plus dans une visée de vulgarisation. Sur Twitter, ça s'adapte plus à réagir aussi à des propos d'autres personnes, en retweetant avec un commentaire, par exemple. Ça m'arrive régulièrement de reprendre des déclarations, imprécises, fausses, voire mensongères de différents candidats. Hem Par exemple, une question que je me pose régulièrement, quand il y a un candidat qui parle beaucoup d'énergie en disant n'importe quoi, est-ce qu'il est légitime de pointer à chaque fois qu'il dit n'importe quoi, donc en montrant que, soit il ne maîtrise pas son sujet, soit il désinforme sciemment, en finalement ne parlant pas du candidat, qui en parle très peu, justement parce qu'il en parle très peu, même si les rares fois où il en parle, dit aussi n'importe quoi sur la question? Finalement, c'est pas très équilibré. Il y a un candidat qui parle beaucoup d'un sujet en disant n'importe quoi et qui se retrouve désavantagé par rapport à celui qui n'en a rien à faire et ne dit rien, même si les deux trois fois, où il prend la parole, dit aussi n'importe quoi. Donc c'est quelque chose que, j'essaie personnellement d'équilibrer, alors avec plus ou moins de succès. Je pense que il y a encore des progrès à faire, mais ce sont des choses qui sont qui sont compliquées. D'accord. Et est-ce que tu te laisses embarquer un petit peu par pour moi, mon point de vue, c'est Ouais, peut-être juste quelque chose auquel je pense depuis longtemps maintenant, par contre, c'est qu'il faut quand même aussi relativiser les réseaux sociaux. Déjà, chaque réseau social a sa communauté qui est très différente. Par exemple, on ne trouve pas du tout les mêmes profils sur LinkedIn que sur Twitter. Sur LinkedIn, on trouve beaucoup d'employés de grosses entreprises, peu d'employés de petites entreprises, de PME ou surtout hors domaine technique, peu de professions libérales, d'enseignants, de journalistes. Sur Twitter, on va trouver beaucoup plus de politiques, de journalistes, éventuellement de professions libérales. Ensuite, il y a aussi un effet de loupe.
C'est-à-dire qu'il y a même au sein d'un réseau social, il y a des communautés qui se forment par intérêt. Par exemple, les anti-vax de Twitter, ça, il y en a plein, je les vois jamais parce qu'ils sont pas dans ma communauté. Donc j'interagis pas avec ces gens-là. En fait, j'interagis avec la poignée de personnes qui s'intéressent à l'énergie. Et finalement, c'est vraiment une toute petite sous-catégorie de tous les utilisateurs de Twitter, qui eux-mêmes représentent une petite sous-catégorie de l'ensemble de la population. Et ça, c'est une vraie limite, je pense, des réseaux sociaux, c'est que déjà, il y a un côté miroir déformant. On peut avoir l'impression que les gens sont très impliqués sur un sujet alors que, en fait, c'est juste qu'il y a que ceux qui sont impliqués sur le sujet qui interagissent avec soi. Et ensuite, ça ne permet pas de toucher toute une partie de la population. Alors, on peut élargir le spectre en allant sur différents réseaux sociaux. TikTok pour parler aux très jeunes, Instagram pour parler aux peut-être un peu moins jeunes, Facebook pour parler à des personnes un peu plus âgées, LinkedIn pour parler aux professionnels, Twitter pour parler aux journalistes et politiques. Bon, déjà, il faut avoir le temps de le faire. Moi, j'ai pas le temps, donc je me contente de LinkedIn et Twitter, ce qui me prend déjà beaucoup trop de temps. Et après, même comme ça, je pense que il faut quand même garder à l'esprit le fait qu'on parle qu'à des petites catégories de la population. Ouais, c'est vachement percutant ce que tu es en train de dire. L'effet de loupe, des fois, c'est exactement ça. Est-ce que tu penses que, moi je trouve Twitter, c'est un réseau très intéressant pour s'informer, mais en même temps trop virulent pour moi, trop violent dans les prises de parole. Les gens pensent vraiment, comme il y a une espèce d'interaction assez violente qui se crée très rapidement sur des discussions. Est-ce que toi, tu as senti le ton que tu employais aussi se tendre un petit peu? Moi, je te suis depuis un petit moment quand même. Et je t'ai vu monter un petit peu le volume dans l'intensité par rapport au sujet du nucléaire en Belgique, par exemple, ou d'autres prises de décision. Aussi peut-être quand tu prends la parole en réponse à des politiques. Est-ce que tu trouves que ton ton a changé, peut-être face à l'urgence et peut-être parce que tu en as marre aussi d'autant de désinformation, ou juste parce que le fait de se faire embarquer un peu par la culture du réseau social, justement, qui fait que on a tendance à s'enflammer un petit peu. Alors, j'essaye de ne pas tomber dans l'invective parce que je pense que l'insulte ne sert à rien sur les réseaux sociaux. Twitter est effectivement un réseau social plus violent que LinkedIn. Je pense pas que ce soit lié uniquement à l'anonymat parce que, même des gens qui ne sont pas sous pseudo sur Twitter peuvent être, parfois être assez violentes. Hem De mon point de vue, j'essaie de rester correct. Alors peut-être que j'y arrive pas toujours, hein, ça, et si c'est le cas, toutes mes excuses à ceux qui pourront en être choqués. J'essaie de rester correct. Après, quelque chose qui personnellement me fatigue énormément, c'est quand je sens la malhonnêteté et la volonté de désinformer, notamment de la part de gens qui ont la capacité de s'informer. Je pense notamment aux politiques qui ont des équipes de conseillers derrière, et surtout les candidats à la présidentielle. Donc s'ils veulent être informés sur un sujet, ils ont les moyens de l'être. Je sais que certains candidats d'ailleurs, sont informés, ont des gens compétents dans leurs équipes, mais pour des raisons politiciennes, tiennent des discours, caricaturaux, voire parfois mensongers et manipulateurs. Et ça, je trouve ça, en fait, indigne des fonctions auxquelles ils prétendent. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, des fois, ça peut m'arriver d'être assez direct. Dans les dernières semaines, je pense que j'ai dû qualifier quelques tweets de mensongers. Heu, c'est, c'est vrai que face à l'urgence de la situation, on peut avoir des désaccords, c'est normal parce qu'il y a ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont non manichéens. Je pense qu'il faut vraiment respecter les différences de point de vue. Par contre, ça ne doit pas se faire sur des faits. Une argumentation ne doit pas s'appuyer sur des mensonges. Parce que s'il n'y a pas de sincérité d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas avancer, on ne peut pas discuter sur des basses scènes. Et pour moi, c'est ça qui parfois est problématique. J'ai rien contre quelqu'un qui connaît mal le sujet, qui a des idées préconçues. Ce qui m'embête, c'est vraiment quand je pense
pense que certaines personnes qui ont des compétences, qui ont des connaissances, disent des choses qu'elles savent fausses parce que ça sert leur argument. Il y a notamment 2 personnes que j'ai en tête du même parti, toutes 2, bon, que je nommerai pas, toutes 2 ingénieurs qui, jusqu'à il y a quelques années disaient ou quelques mois, disaient des choses qui étaient tout à fait pertinentes sur les sujets climatiques et énergétiques et qui, à l'approche de la présidentielle, ont commencé à dire n'importe quoi parce que ça desservait ça allait dans le sens du discours de leur candidat. Mais je sais que ces personnes-là, du fait de leur bagage, du fait de ce qu'elles disaient avant, ne peuvent pas ne pas savoir que c'est faux et qu'elles abaissent le débat public. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. À un moment donné, on peut pas. C'est Jean-Marc Jancovici qui disait quand même, il faut pas sous-estimer l'ignorance des politiques dans leur prise de décision. Il faut pas la sous-estimer. Hein. Les gens pensent que ils savent tout et qu'ils contrôlent tout et qu'il y a un plan, mais non. En fait, des fois, on sous-estime leur ignorance. Et par contre, à contrario, dans les grandes lignes, ce sont des gens intelligents. Ils sont capables ils comprennent. Si toi t'as compris et moi j'ai compris, je pense qu'eux ont compris aussi, et que leur position elle est complètement dogmatique et électoraliste. Et ça, c'est grave compte tenu de l'urgence à laquelle on fait face aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit, bon, toi, tes prises de position, et ça va nous faire une belle transition vers le sujet suivant. Souvent, tes prises de position, elles sont assez tranchées par rapport à 2 sujets. Quand certains pays ou certains candidats pour la France proposent une sortie complète du nucléaire ou font la promotion de scénarios énergétiques 100% énergie renouvelable, on sent que ces 2 sujets-là, toi, c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Oui, parce que honnêtement, il y a une énorme déception de mon côté. Si j'avais dû faire un pari il y a 1 an, j'aurais pensé que, le débat sur les sujets énergétiques pour la présidentielle serait quand même meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Qu'on parlera un petit peu plus des fossiles, à la fois sous l'angle du climat parce que, là, on est en train d'emplafonner tous nos objectifs. Ce qui se passe sur le plan du climat est extrêmement inquiétant. Et on n'est même pas sur la bonne pente au niveau mondial. On continue à consommer chaque année de plus en plus de combustibles fossiles. En France, 60 de l'énergie qu'on consomme est encore issue de combustibles fossiles et ça, quasiment aucun candidat n'en parle. Alors il faut lui reconnaître ça, Delphine Batho en parlait à la primaire des écolos. Ça doit être à peu près la seule candidate qui disait clairement qu'il y a la priorité, c'est de sortir des combustibles fossiles. Le Donc il y a le sujet du climat, il y a le sujet, des contraintes croissantes qu'il va y avoir aussi sur les approvisionnements en combustibles fossiles et ça c'est complètement occulté, par la plupart des candidats. En fait, les candidats préfèrent s'écharper sur le nucléaire et les renouvelables, surtout l'éolien, qui leur permettent d'être des éléments différenciants dans leur programme. Ce qui les intéresse, en fait, c'est pas le nucléaire ou l'éolien, c'est ce que c'est l'outil que ces 2 énergies, offrent pour se différencier des autres et pour cliver. Et pour moi, c'est complètement sujet. En fait, c'est un peu comme si, face à un cancer, il y avait un parti qui se disait: «Bon, bah, moi, je vais devenir, le défenseur de la chimio et pour ça, je vais taper le plus fort possible sur la radiothérapie et en face, moi, je vais défendre la radiothérapie et je vais taper le plus fort possible sur la chimio». On s'en fout de ce qu'est la radiothérapie ou la chimio. Le but, c'est juste de s'opposer sur un truc et finalement, le cancer, on s'en moque. Le but, c'est vraiment qu'on s'oppose. Mais si on fait ça, ce qui finit par gagner, c'est le cancer. Et là, en fait, ces positions, alors à l'extrême droite, il y a des positions anti-éolien très marquées. À gauche, chez France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, et dans une moindre mesure, Parti socialiste. Il y a une opposition marquée au nucléaire, mais en fait, c'est le jeu des combustibles fossiles que ça fait à la fin. En France, on consomme encore une fois essentiellement des combustibles fossiles et mettre autant que ça en avant la lutte contre des énergies bas carbone, c'est desservir le climat et c'est desservir la sécurité énergétique française. Or, la sécurité énergétique, derrière ce mot peut-être un peu grandiloquent, ce sont des choses très concrètes pour les gens. C'est la précarité énergétique. Ça, on le voit actuellement avec la crise du gaz. Si on ne sort pas, si on ne réduit pas notre dépendance au gaz et au pétrole dans les prochaines années et rapidement,
les économies, on va les faire via de la précarité. Et face à l'urgence de cette situation, voir que le débat n'arrive pas à décoller, que les politiques, ne prennent pas conscience de ces contraintes, je trouve ça personnellement assez fatigant finalement. Et surtout que, peut-être pour finir avec ça, les arguments qui sont mis taper contre l'éolien ou contre pour taper contre l'éolien ou contre le nucléaire, à l'extrême droite, droite ou gauche, souvent ce sont des arguments qui sont fallacieux, voire mensongers donc Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses un peu du tempo? On écarte tous les autres candidats. On va considérer le gouvernement actuel, on va considérer le président de la République actuel. Qu'est-ce que tu penses du tempo, justement, à 6 mois du premier tour, du sortie du rapport RTE, ensuite Emmanuel Macron qui annonce le lancement de la construction de nouveaux EPR, et c'est tant mieux. Mais on se dit, voilà, est-ce que toi, tu penses que c'est un changement de pensée, un changement de dogmatisme? Est-ce que l'agenda sorti du rapport RTE, prise de décision du président, annonce et sur un tempo complètement politique? Moi, j'ai du mal à analyser un petit peu ça. C'est très frustrant parce qu'on se dit qu'il aurait pu prendre ces décisions-là avant. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? ouais, alors c'est une question qui est assez compliquée et là ce que je vais donner, c'est vraiment une opinion personnelle, hein, je peux tout à fait me tromper. Je pense que, sur le tempo, bon, de toute façon, il y a quand même eu tout un enchaînement sur, plusieurs mois, voire années. Il y a eu la commande par le gouvernement d'un rapport à l'Agence internationale de l'énergie et RTE qui était sorti au printemps dernier. Il y a eu ensuite le rapport de RTE sur les futurs énergétiques 2050 sorti, à l'automne et la décision qui intervient après. Donc là, on est dans un enchaînement logique, il aurait été bizarre et assez difficilement compréhensible que le président annonce des choses avant, par exemple, que RTE rende ses conclusions. Donc à partir du moment où il avait demandé ces études-là pour prendre des décisions, c'est normal qu'il attende les études après. Les décisions qui sont prises là, il n'y a pas que sur le nucléaire d'ailleurs, il y a aussi un plan assez ambitieux pour, le solaire photovoltaïque, pour l'éolien à terre, en mer. Oui, tout à fait. Ouais. Évidemment, ces décisions auraient dû être prises il y a bien longtemps. Là, on est en train de courir après le train. Je pense que ça va être extrêmement difficile de faire tout ça dans le délai qui est imparti. Après, la difficulté qu'il y a eu, sur le sujet du nucléaire, c'est que, il faut se souvenir comment Emmanuel Macron a été élu la dernière fois. Donc, il n'est pas issu d'un grand parti, donc déjà, peu de gens pensaient qu'il réussirait à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il a dû récupérer des gens à droite à gauche, notamment chez Europe Écologie Les Verts et donc c'est aussi pour ça qu'il a dû garder une partie du programme de son prédécesseur, notamment la limitation à 50 du nucléaire, la fermeture de Fessenheim. Aujourd'hui, son parti est quand même plus implanté, a priori dans l'élection, j'ai l'impression qu'il a plutôt le vent en poupe. Ce sera son deuxième et dernier mandat. Il a plus de liberté et ça lui permet de revenir sur un certain nombre de choses. Donc, là, visiblement, les 50 de nucléaire dans le bouquet qui n'avaient jamais vraiment été justifiés, qui était vraiment de l'accord, politicien entre PS et Europe Écologie Les Verts, a heureusement sauté. La fermeture de réacteurs en état de fonctionner, qui était encore dans la dernière, programmation pluriannuelle de l'énergie, a sauté et là, on peut parler de construire de nouvelles choses. Donc, voilà un peu ce que je pense. Après, il y a sans doute eu aussi donc ça explique pourquoi il n'a pas pris ces décisions-là au début du quinquennat. Après, quitte à le faire à la fin du quinquennat, ce sont des décisions qui sont fortement engageantes. Là, il a annoncé en fait, ce qu'il a annoncé, c'est un programme de candidats, sur l'énergie dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc le fait de le faire juste avant l'élection présidentielle, ça permet de dire: «Bon, bah, voilà, c'est mon programme sur l'énergie, donc si je suis élu, c'est ce que je ferai et puis, bah, si je suis pas élu, vu que j'ai pas lancé ça 1 an et demi avant, j'ai pas lié les mains des autres candidats qui peuvent, faire, toute autre chose, s'ils le souhaitent». D'accord. Pourquoi les candidats qui annoncent des programmes basés sur une production
d'électricité, alors là je différencie bien l'énergie et l'électricité, Mmh. une production d'électricité 100% ENR se trompe aujourd'hui. On peut faire beaucoup de scénarios sur le papier. L'avantage des scénarios sur le papier, c'est qu'on arrive toujours à faire converger le système. On choisit toujours bien les hypothèses, il n'y a pas de contraintes industrielles, tout n'est pas modélisé parce qu'aucun modèle ne prend tout en compte. Les hypothèses sont toujours bien définies. Quand on regarde les 3 scénarios 100 renouvelables de RTE, ce sont des rythmes de déploiement de l'éolien et du solaire photovoltaïque extrêmement ambitieux. Chaque année, plus dynamique dans chaque filière que ce que les pays les plus dynamiques en Europe sur chacune des filières, ont réussi à faire au maximum, et ça, faudrait le faire en permanence. Ce sont des paris aussi, sur les économies d'énergie, des paris sur la flexibilité de la demande, des paris sur le stockage, notamment, là, RTE parle, je cite, de paris technologiques lourds, avec la production massive d'hydrogène et la capacité de stocker de l'hydrogène, ce qui est un pari. Ensuite, c'est porteur de risques, c'est-à-dire que, dans ces scénarios-là, il faut construire plus d'une vingtaine de gigawatts de centrales à gaz, en disant que demain, ce sera alimenté par du gaz bas carbone qu'on produira avec des surplus, d'énergie renouvelable. Mais si on n'arrive pas à suivre l'une des trajectoires que contiennent ces scénarios, par exemple, si on n'arrive pas, à multiplier le parc éolien ou à multiplier par une vingtaine le parc solaire photovoltaïque et cetera, ou à faire autant d'économies d'énergie qu'on a prévu, on continuera à consommer du gaz fossile. Donc construire des centrales à gaz, c'est porteur du risque intrinsèquement d'utiliser ces centrales à gaz avec du gaz fossile. Et personnellement, ce que je pense, c'est que, vu toutes les incertitudes qui pèsent sur l'hydrogène, avec des incertitudes physiques aussi derrière, faire de l'hydrogène, ça coûte cher parce qu'il y a des pertes énergétiques et des besoins d'infrastructures. Il y a quand même un risque élevé de cultiver une dépendance aux combustibles fossiles. Et si quelque chose ne se passe pas bien, on risque de rater nos objectifs climatiques et de garder une dépendance, dangereuse aux combustibles fossiles. Donc, en fait, en plus de ça, je vois pas la pertinence d'abandonner une filière bas carbone. Pareil, on pourrait se dire: «Bon, on fait avec du nucléaire, mais on refuse, l'éolien à terre», ou on fait avec, on accepte le nucléaire, l'éolien à terre, l'éolien en mer, mais on abandonne le solaire photovoltaïque. On peut s'amuser, si on veut, sur le papier, à supprimer une filière bas carbone, mais l'ampleur du défi pour sortir des combustibles fossiles est telle que je vois pas la pertinence dans un problème qui est déjà extrêmement complexe. Même avec le nucléaire, ça va être extrêmement complexe de refuser une énergie bas carbone pour essayer de se rendre le problème encore plus difficile, et augmenter les risques d'échec. Donc, sachant qu'en plus, quand on regarde dans le détail, alors là, ça nous emmène sur un sujet qui est beaucoup plus vaste, mais il y a l'opposition à l'énergie nucléaire souvent repose quand même sur beaucoup d'idées reçues. L'énergie nucléaire a pas mal d'avantages environnementaux indéniables, une faible au-delà du fait que ce soit bas carbone, une faible emprise au sol, une très faible consommation de matière, une, faible contribution à l'acidification et eutrophisation des eaux et cetera, et donc en termes environnementaux, c'est quand même une énergie qui présente pas mal d'avantages. Donc, même sur ce plan-là, je vois pas vraiment de pertinence à l'abandonner. Ok, bah écoute, on est sur le sujet. Qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui à la question qui sort entre le gigot et le fromage, repas de famille le dimanche? Qu'est-ce qu'on répond à la question des déchets nucléaires? Et c'est quoi l'avenir du nucléaire demain, considérant qu'on veut que ça participe à la production énergétique future? Est-ce qu'on se dirige vers un nucléaire plus propre, plus modulable, plus petit, qu'on pourrait déployer à d'autres endroits? Et donc, 2 questions. Je suis spécialiste des 2 questions. Quand tu écouteras les autres épisodes du podcast, tu verras, les gens doivent se dire, mais c'est un fou, Mathieu, à chaque fois, il pose une question, il en pose 2. Je suis pas journaliste et je pense que... ça... Donc, 2 questions. Comment on répond à la question des déchets au repas de famille le dimanche? Et c'est quoi l'avenir du nucléaire demain? Ok, bon, je réponds à la première, j'essaie de pas oublier la seconde et relance-moi sur la seconde si je l'oublie. Oui, je la note. Pour les déchets, toute industrie produit des déchets. La grande question, c'est de savoir si ces déchets se transforment en pollution ou non. Par exemple, les combustibles fossiles, on produit des déchets,
et vu qu'on n'arrive pas à les gérer, on les rejette à l'atmosphère, ça crée une pollution et c'est ça en fait le changement climatique, c'est une non-gestion de déchets. On rejette, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils s'y accumulent. D'ailleurs, ce qui est parallèle avec le nucléaire, le CO2 dans l'atmosphère va évoluer avec des demi-vies. C'est-à-dire qu'une quantité donnée de CO2 émise dans l'atmosphère va prendre 100 ans pour réduire de moitié. Donc en 100 ans, il y a la moitié du CO2 qui va être réabsorbé par les écosystèmes, mais il ne va pas arrêter d'affecter le climat parce que même ce qui est absorbé par les écosystèmes va les affecter. Par exemple, le CO2 absorbé par les océans va acidifier les océans, ce qui aura tout un tas d'impacts sur la biodiversité marine, notamment les coquilles des mollusques, les squelettes des planctons, etc. Et donc ça continuera à avoir des impacts à très long terme. L'avantage de l'énergie nucléaire, c'est que les déchets sont gérés pour justement ne pas présenter de risques ni pour la santé ni pour l'environnement. En France, personne n'est mort de la gestion des déchets. En fait, les déchets les plus dangereux représentent 0,2% du volume total des déchets. Donc de mémoire, la totalité des déchets radioactifs en France, il y a 1,5 million de mètres cubes. L'essentiel, ce sont des déchets très peu radioactifs et faiblement radioactifs. Donc 30% à peu près sont des très faiblement radioactifs qui ne sont pas considérés comme radioactifs dans les autres pays. C'est un peu une spécificité de la réglementation française. Donc l'essentiel des déchets, ce sont des faibles activités et moyenne activité à vie courte. Et ce qui peut poser problème, ce sont les moyennes activités à vie longue qui représentent 5% de la radioactivité du total et les hautes activités qui représentent 95% de la radioactivité du total. Donc ces deux catégories représentent la quasi-totalité de la radioactivité totale. Ce sont les deux types de déchets qui iront à CIGEO quand le centre sera ouvert. Les déchets de haute activité qui représentent 95% de la radioactivité totale et 0,2% du volume, c'est un volume, si on mettait tous les déchets ensemble, équivalent à celui d'une piscine olympique. Alors, en pratique, ça prend plus de place parce qu'on les espace, mais le volume total de déchets, c'est celui d'une piscine olympique. Ce qui permet de les gérer. En fait, ces déchets-là, ce sont les déchets issus du combustible usé. En France, le combustible usé est retraité. 95% 96% sert à refaire du combustible. C'est l'uranium et le plutonium qu'on récupère pour faire du combustible. 4% qui sont les produits de fission, donc les éléments plus légers produits par la fission des atomes d'uranium et de plutonium dans le cœur, et les transuraniens, donc les éléments lourds qui ont été créés dans le cœur. Eux, ce sont les déchets ultimes. Ils sont dissous et mélangés à du verre. Et donc ça fait des cylindres pleins en verre. Alors, faut pas imaginer des petites inclusions de déchets dedans. C'est vraiment au niveau atomique, le déchet est solubilisé dans le verre. Et ce verre est dans des conteneurs en acier inoxydable et des surconteneurs en acier noir. L'avantage du verre, c'est que c'est une matrice qui est extrêmement stable dans le temps. On trouve des bijoux en verre qui ont plusieurs milliers d'années, qui n'ont pas été conçus évidemment pour durer, qui n'ont pas été gardés dans des bonnes conditions, et pourtant ils n'ont pas bougé depuis des milliers d'années. Donc ces cylindres en verre qui seront stockés dans une couche d'argile étanche à 500 mètres sous terre ne vont pas s'évaporer sous terre. Ça restera des cylindres en verre et ils resteront comme ça pour des milliers d'années. L'avantage en plus du retraitement, c'est que tous les éléments n'ont pas la même durée de vie. Il y a des éléments qui sont très radioactifs peu de temps et des éléments qui sont beaucoup moins radioactifs très longtemps. Dans ceux qui sont beaucoup moins radioactifs très longtemps, il y a le plutonium. Et en fait, ce qui fait la radiotoxicité de long terme des déchets, c'est-à-dire ce qui fait que les déchets restent radioactifs très longtemps, c'est essentiellement le plutonium. Et donc, si on enlève le plutonium, ce qu'on fait quand on retraite les combustibles usés, et donc qu'il n'y a pas le plutonium dans les déchets de haute activité, ça fait qu'au lieu de retrouver un niveau de radioactivité équivalent à celui du minerai d'uranium qu'on avait extrait de la mine au bout d'environ 300 000 ans, ce qui est le cas si on faisait comme un certain nombre de pays, si on ne retraitait pas le combustible et qu'on considérait vraiment le combustible usé en soi comme un déchet. Ça, on retrouvait le niveau de radioactivité du minerai d'uranium au bout de 300 000 ans environ. Nous, on retraite et on retrouve ce niveau de radioactivité au bout de 10 000 ans. Et là, on voit que 10 000 ans avec une décroissance exponentielle en plus de la radioactivité, c'est-à-dire que plus ça va, moins on en perd. On perd beaucoup de radioactivité au début et puis plus le temps avance, moins on en perd. Dans une matrice en verre,
à 500 mètres sous terre, dans une couche d'argile étanche. En fait, on voit que les risques sont extrêmement minimes. Ça permet d'assurer à de nombreux niveaux la séparation entre le déchet, l'environnement et donc les gens, heu et de réduire les risques sur le long terme. Donc on ne transmet pas les déchets aux générations futures. Au contraire, ils sont gérés pour ne pas présenter de risques pour les générations futures. Et peut-être pour répondre à un argument que j'entends souvent. Ouais. Ouais, Ouais, tu mentionnais Cigéo, c'est quoi non, Cigéo vas-y. en fait? C'est de l'enfouissement de déchets, c'est ça? CIGEO, c'est le centre de stockage, qui sera prévu pour les déchets de moyenne activité à vie longue et les déchets de haute activité. Donc c'est à Bure dans la Meuse, c'est dans une, couche d'argile qui date du Calovaux fordien. Donc c'est une couche, d'argile étanche, géologiquement stable, où il n'y a pas de ressources valorisables. Donc pas de risque que des gens aient l'idée d'aller faire une mine à cet endroit-là. Et donc, c'est là que les déchets de haute activité, de moyenne activité à vie longue, seront stockés. Et l'avantage, en plus de les avoir à 500 mètres sous terre, c'est que, si, admettons, dans, 1000 ans, par exemple, des gens décident d'aller creuser à ce niveau-là, pour creuser à 500 mètres sous terre, on ne le fait pas avec une pelle. Faut quand même des technologies, assez poussées. Donc, s'il y a des gens qui sont capables d'aller jusqu'à ces profondeurs-là, s'ils tombent sur quelque chose de bizarre, on peut supposer qu'ils auront les technologies pour regarder ce que c'est. Ce qui est l'avantage, en fait, de le mettre à haute profondeur par rapport à du stockage en subsurface. Donc, ce qu'on a décidé, c'est avec Cigéo, c'est de passer d'un traitement des déchets hautement radioactifs, d'un traitement en subsurface, piscine, à un traitement un traitement, enfin une gestion, on fait ça très profondément dans le sol. Et justement, on se débarrasse un peu de toute cette technicité autour de la gestion des déchets. C'est un petit peu ça l'idée, non? En fait, il y a 2 types de choses quand on parle de déchets. Il y a l'entreposage, ça c'est temporaire, et le stockage, c'est définitif. En piscine, c'est de l'entreposage, c'est-à-dire que quand on décharge le réacteur, on va garder le combustible en piscine, pendant plusieurs années, le temps qu'il refroidisse. Ensuite, on va retraiter le combustible, on récupère ce qui est récupérable et on vitrifie le reste. Et les verres de déchets ensuite vont être gardés, quelques décennies, le temps de refroidir aussi. Donc, quand je dis refroidir, c'est, le temps que la radioactivité tombe, parce qu'il y a plein d'éléments à courte durée de vie qui vont, qui vont disparaître dans les premières années et décennies. Quand ils seront suffisamment froids, là, ils pourront être mis, à CIGEO, parce que en fait, s'ils sont très chauds, ils risquent d'affecter l'argile qu'il y a autour et de modifier ses propriétés physiques. Or, on veut que l'argile reste comme elle est pour bien, enfin, pour pas Oui, qu'elle affecter garde ses l'intégrité. Oui, voilà, propriétés. qu'elle garde ses propriétés. Donc, en fait, quand ces verres seront suffisamment refroidis, là, ils pourront être mis, stockés à CIGEO. Donc en fait, actuellement, on produit déjà ces verres, mais ils sont entreposés pour le moment dans des silos adaptés où ils sont ventilés à la Hague. Et quand ils seront suffisamment refroidis, on les mettra à CIGEO. Ok, donc le sujet des déchets. Tu parlais tout à l'heure, on a été coupé d'un autre faux problème, un problème qui remonte souvent et que du coup, ça permet d'un peu de contrer cet argument des anti-nucléaires. Mais je ne sais pas si tu te rappelles le point dont tu voulais parler. Sinon, c'est pas grave. Ah Et si, la ça question ça ça suivante. ça je Oui. l'ai dit en fait, c'était, souvent j'entends: «Oui, mais si dans les générations futures, il y a des gens qui creusent à cet endroit-là». Bah, en fait, c'est, à 500 mètres sous terre, il faut quand même certaines technologies pour être capable de creuser à 500 mètres sous terre. Donc, à partir du moment où on a de quoi faire des forages à 500 mètres sous terre, si on tombe sur quelque chose d'étrange, a priori, on aura les technologies, pour aller regarder un petit peu ce que c'est. Et puis, détecter de la radioactivité, c'est quand même pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, on peut supposer que si quelqu'un est capable, dans 1000 ans d'aller creuser à cet endroit-là, il aura la capacité aussi à se poser la question de ce que c'est. Et ensuite, encore une fois, l'avantage du retraitement, c'est qu'on réduit fortement la durée de vie des déchets. Donc, plus on attendra,
moins ces déchets-là seront radioactifs et donc présenteront de menaces pour éventuellement si quelqu'un venait à être mis en contact avec eux dans quelques milliers d'années. Et un des autres arguments qu'on peut entendre avec tonton le dimanche, c'est s'il y a un accident, voilà, toute une partie du territoire français serait inhabitable. Qu'est-ce qu'on répond à cet argument en fait? Bah, oui, effectivement, c'est pour ça qu'il faut réduire le risque le plus possible en ayant une autorité de sûreté qui soit puissante, ce qui est le cas en France, indépendante, pour pouvoir, s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art et que le niveau de sûreté est toujours à son maximum. Après, les risques, il y a des risques avec toutes les activités industrielles et des zones rendues inhabitables par des activités industrielles, c'est quelque chose, d'assez fréquent quand même. Le barrage des Trois Gorges, en Chine, par exemple, c'est plus de 1 000 km² qui ont été inondés avec plus d'1 million de personnes qui ont été évacuées. La zone d'exclusion de Fukushima, c'est 300 km². En Allemagne, il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres carrés de mines, de charbon à ciel ouvert. Là, on parle même pas de zones où il est interdit d'habiter, on parle de zones complètement stériles. Ce sont des zones où il n'y a strictement rien qui pousse, pas un brin d'herbe, qui sont creusées sur plusieurs centaines de mètres, complètement stériles. Les gens qui habitaient là ont été délogés. Alors c'est pas pour justifier les accidents nucléaires évidemment, un accident nucléaire n'est pas acceptable et c'est pour ça qu'il faut vraiment, avoir une autorité de sûreté crédible avec les moyens, de prendre des décisions, parfois difficiles et de les faire appliquer. Mais, mais en fait, on vit avec ces risques-là, au quotidien. Si le barrage de Vouglan, devait céder, la place Bellecour à Lyon se retrouverait sous quelques mètres, trop d'eau. Alors ce serait dramatique, mais on utilise quand même l'hydroélectricité. S'il y a une, raffinerie qui explose, bah, c'est pareil, ça ferait des pollutions massives et il y aurait plein de gens intoxiqués. Pourtant, ça fait des dizaines d'années qu'on a des raffineries parce que les gens, ont besoin de leur voiture. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même remettre en contexte. On ne peut pas vivre sans risque. Tout l'enjeu, c'est de bien arbitrer les risques, pas refuser complètement le risque à un endroit, tout en acceptant des risques très élevés à un autre, donc avoir une certaine cohérence et avoir des moyens de contrôler les risques, de les gérer et de les réduire au maximum qui soient crédibles. Et ça, c'est un vrai sujet parce que, si les autorités de sûreté, que ce soit dans le nucléaire ou dans d'autres industries dangereuses, ne sont pas indépendantes ou n'ont pas suffisamment de moyens, là, il peut y avoir un vrai problème. C'est par exemple ce qui s'est passé à Fukushima. L'autorité de sûreté japonaise était trop proche du ministère de l'Industrie et donc elle était pas aussi exigeante que ce qu'on peut avoir, dans d'autres pays comme la France, par exemple. Après, ça pose une vraie question parce que même si en France on est hyper, enfin on est très vigilant vis-à-vis de ça, avec des règles peut-être trop strictes, avec un développement massif du nucléaire dans le monde, que ce soit le traitement des déchets ou les possibles accidents, il y a certains pays évidemment où j'imagine que la gestion n'est pas aussi draconienne qu'elle peut l'être chez nous. Ah bah, bien sûr, mais des poubelles, il y en a, hein, dans le monde, quand je parle de poubelles, je parle de certaines installations nucléaires, par exemple, la centrale de Metsamor en Arménie. Alors l'Arménie, c'est un pays très pauvre, donc a absolument pas les moyens de s'en passer ou de construire autre chose à la place. L'Union européenne fait tout ce qu'elle peut depuis des années pour inciter l'Arménie à fermer cette centrale, qui est sur une zone sismique pas du tout dimensionnée pour ça, sans enceinte de confinement. Donc oui, des installations risquées dans le monde, il y en a. Après s'empêcher de faire du nucléaire en France, c'est pas ça qui va fermer ces installations-là. Heu, En fait, je pense qu'il faut reconnaître que, quelle que soit l'industrie, on peut le faire bien, on peut le faire mal. Des industries chimiques, sans normes, et qui font n'importe quoi, il y en a dans certains pays du monde et ça veut pas dire qu'en France on fait la même chose. Mais oui, un jour, il y aura un accident nucléaire quelque part dans le monde. Il y en a déjà eu dans le passé, il y en aura. Heu et ce qui est vraiment difficile aussi dans ce débat-là, c'est que
C'est difficile d'expliquer que certaines choses, qui sont arrivées dans d'autres pays, n'auraient pas pu arriver en France pour différentes raisons. Par exemple, Fukushima, ce qui a explosé à Fukushima, c'est bon, il y a eu des explosions d'hydrogène. Déjà à l'époque, en France, les réacteurs étaient équipés de recombineurs d'hydrogène. C'est-à-dire que si, il y a un accident nucléaire avec fusion du cœur, donc l'eau va se dismuter par réaction avec la chaleur sur le zirconium des gaines de combustible et ça produit de l'hydrogène. Et si on ne gère pas ce truc-là, ça peut finir par s'accumuler dans le bâtiment réacteur et faire une explosion, ce qui s'est passé à Fukushima. En France, depuis avant Fukushima, on a ce qu'on appelle des recombineurs d'hydrogène, c'est-à-dire que s'il y a une émission d'hydrogène parce qu'il y a un accident, ces équipements-là absorbent l'hydrogène et le reconvertissent en eau. Ce qui permet d'éviter d'avoir une accumulation d'hydrogène dans le bâtiment réacteur et ce qui permet d'éviter une accumulation. Et donc ça permet déjà de réduire le risque d'altérer l'enceinte de confinement et donc de garder vraiment toute la radioactivité à l'intérieur. Ok. Donc, Et en fait, c'est vraiment ça aussi l'intérêt d'avoir un retour d'expérience mondiale, ce qu'on fait, et d'avoir des autorités de sûreté qui soient exigeantes. c'est quoi les évolutions du coup majeures pour le nucléaire de demain et ce qui pourrait, mis à part les grosses centrales qu'on connaît déjà, qui pourrait influencer justement et supporter une sortie des énergies fossiles. Parce que je reprends un peu ce que tu disais pour résumer une partie de notre discussion. Aujourd'hui, là, on parle de production électrique. Aujourd'hui, 80% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile, de l'énergie globale, pas seulement pour l'électricité, pour le chauffage ou pour d'autres utilisations. Donc l'enjeu, c'est évidemment d'électrifier, d'augmenter la part de l'électrique, donc d'électrifier une partie de ses usages énergétiques pour sortir au maximum des fossiles. On voit que déjà là, il y a un vrai sujet, une vraie difficulté. Du coup, en quoi le nucléaire va pouvoir aider, mis à part les grosses centrales qu'on connaît, comment le nucléaire pourrait aider justement à cette sortie des fossiles ou accélérer la sortie des fossiles? 2 éléments de réponse à 2 horizons de temps différents. Un premier élément de réponse, à l'horizon de temps le plus proche, je pense que ça va être essentiellement une évolution d'usage. Actuellement, on a surtout utilisé le nucléaire pour produire massivement de l'électricité. Plus ça va aller, plus on va avoir besoin aussi de produire de la chaleur et éventuellement de l'hydrogène pour, soit l'industrie, soit certaines applications, mobilité lourde et cetera. Donc et éventuellement desceller de l'eau de mer dans certains pays. Et ça, les petits réacteurs modulaires, présentent un véritable intérêt à ce niveau-là. On va pas faire du chauffage urbain avec des EPR. Ce sera utiliser un tank pour tuer une mouche. L'EPR, c'est un gros réacteur, extrêmement puissant, prévu pour produire massivement de l'électricité. Alors il y a certaines zones où on pourrait éventuellement le faire, par exemple à Dunkerque, parce que la centrale est assez proche de la ville et puis en plus il y a une zone industrielle juste à côté. Mais par contre, il y a plein de villes qui sont à l'intérieur des terres où il y a, des cours d'eau qui n'ont pas forcément un très gros débit à côté. Et si on veut décarboner le chauffage, l'un des moyens, c'est d'utiliser des réseaux de chaleur et des petits réacteurs, alors soit à vocation uniquement calogène, c'est-à-dire production uniquement de chaleur, soit production mixte, chaleur et un peu d'électricité à côté. Ça, ce sont des usages qui sont pertinents. On n'en parle pas beaucoup en France actuellement, même si le projet de SMR français est vraiment dans cette vision de pouvoir, faire des multiproductions. Par contre, il y a des pays qui s'intéressent, fortement à ça. Je pense notamment à la Norvège, pas à la Norvège, pardon, à la Finlande. La Finlande, maintenant, sa priorité, c'est plus trop de décarboner son électricité qui va l'être largement quand, le PR2, le Kyoto, commencera à produire de l'électricité. Et puis bon, ils ont aussi un autre projet de centrale nucléaire. Maintenant, ce qui les intéresse surtout, ça va être de décarboner leur réseau de chaleur. Et ça, les SMR, sont une option intéressante pour ça. À un horizon de temps un petit peu plus éloigné, il y a les réacteurs de 4e génération qui permettent de bien mieux utiliser le combustible. C'est-à-dire qu'on peut tirer à peu près 100 fois plus d'énergie d'une même quantité de combustible avec des réacteurs de 4e génération que les réacteurs de génération actuelle. Donc ça permet une vraie économie de matière et ensuite ça permet aussi d'atteindre des températures plus élevées qui permettent de faire de la chaleur pour d'autres applications, notamment certaines applications industrielles qui nécessitent des températures, plus élevées. Donc et après, il peut y avoir aussi
des gains, de sûreté éventuellement économiques, parce que, certains concepts de réacteurs de 4e génération ne sont pas sous pression. Je pense notamment aux réacteurs sodium ou aux réacteurs à sel fondu et donc qualifier des équipements sous pression, ce sont toujours des procédures qui sont extrêmement lourdes, parce que ce sont des choses qui sont complexes. Donc si on limite le nombre d'équipements sous pression, ça peut aussi entraîner des économies. Donc il y a un certain nombre d'intérêts quand même aux réacteurs de Gen 4 et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel un certain nombre de pays travaillent, dans le monde. Ok, bah écoute, c'est très clair. C'est quoi les enjeux aujourd'hui au niveau européen? Parce qu'on a des pays extrêmement dépendants des énergies fossiles et du charbon, comme la Pologne, l'Allemagne. On a... C'est quoi la stratégie au niveau européen qui va être appliquée pour aider ces pays-là à accélérer justement sur la transition? On voit que chez nous, déjà, c'est très compliqué de lancer la construction de réacteurs nucléaires et on va avoir fortement besoin d'un déploiement d'énergie renouvelable en support. Donc, je rappelle à tous ceux qui viennent d'écouter l'épisode, le maître mot le mantra, c'est n'opposons plus le nucléaire et le renouvelable parce qu'on aura besoin des deux pour l'énergie de demain. Mais comment on fait pour les pays qui sont qui sont fortement dépendants aux fossiles, où ils ont une énergie peut-être 80-90%. Qu'est-ce qui est au niveau européen, tu sais, toi, qu'est-ce qui est décidé, quelles sont les stratégies envisagées pour aider à accélérer leur transition? Alors quand tu parles 80-90 Production électrique, je parle. c'est pour Ouais. la production électrique. Mais Ouais. cela dit, là, au niveau européen, on doit être à peu près à 80% sur l'énergie finale en fossile. Il n'y a pas de stratégie européenne sur l'énergie. L'énergie, c'est une compétence des États. D'accord. Après, il y a une stratégie européenne sur le climat, sur un certain nombre de choses qui vont toucher à l'énergie. Mais par contre, chaque État est censé faire ce qu'il veut. Donc là, ça va dépendre des pays. Il y a des approches qui sont très différentes. Par exemple, en France, l'idée, c'est de s'appuyer sur tout ce qui est à notre disposition, donc renouvelable et nucléaire, pour pouvoir décarboner. La priorité en Allemagne actuellement, ça reste encore de sortir du nucléaire. Donc C'est fou. Ouais. avec le renforcement de la préoccupation de la population vis-à-vis du climat, l'Allemagne a quand même accéléré sa politique de sortie du charbon, mais ça reste difficile. C'est-à-dire que le gouvernement actuel vise une sortie du charbon idéalement, et ça, le idéalement est bien dans l'accord de coalition, en 2030. Et là, on ne parle pas du gaz parce que le gaz, visiblement, est parti pour rester. En Belgique, la position actuelle, c'est de remplacer le nucléaire par du gaz, en promettant que plus tard, ce seront des renouvelables. Mais en Belgique, un petit pays en termes de surface et industriel et densément peuplé, il ne faut pas non plus surestimer le potentiel des énergies renouvelables. Il n'y a pas du tout le même potentiel dans un État vaste et peu peuplé, où on peut mettre des choses là où il y a peu de monde, que dans des petits États densément peuplés avec une industrie. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, je pense qu'actuellement, il y a plein de stratégies différentes en Europe. Il y en a qui me semblent plus crédibles que d'autres. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que pour un certain nombre de pays qui suivent des stratégies, à mon sens, particulièrement peu crédibles, on va dire, et là je pense à la Belgique et l'Allemagne. L'astuce, c'est de faire boucler le truc en disant: «Bon, bah, de toute façon, on n'arrivera même pas à produire suffisamment d'hydrogène bas carbone, donc en fait, on va importer de l'hydrogène bas carbone, enfin de l'hydrogène renouvelable, donc on n'arrivera pas à le produire, mais les autres pays arriveront à le produire et donc on importera tout ce dont on a besoin et on fait boucler notre stratégie de décarbonation avec ça». C'est un pari énorme. Déjà, réussir à produire de l'hydrogène bas carbone, massivement sur le territoire, c'est déjà pas gagné. En faire produire par d'autres, de façon supérieure à leurs besoins et l'importer, alors qu'importer de l'hydrogène, c'est vraiment compliqué. L'hydrogène, c'est un liquide c'est un gaz qui se liquéfie difficilement. Si on veut le transformer en méthane ou en ammoniac, ça prend encore, plus d'énergie. Enfin, pour moi, en fait, c'est un peu le joker de la transition.
Et du coup, c'est quoi on va conclure là-dessus. C'est quoi tes motifs d'espoir parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes, même Mmh. de mon point de vue beaucoup trop. Et en plus des décisions complètement ubuesques. Moi, je peux me permettre, hein, j'ai pas de, Mmh. je peux me permettre de le dire. Quand on voit voilà, c'est quoi tes motifs d'espoir toi encore aujourd'hui par rapport à tout ça? Mes motifs d'espoir, franchement, je trouve ça triste de dire ça, c'est que les prochaines années vont être, à mon sens, très compliquées sur le plan énergétique, pour 3 raisons principalement. On s'attend à un choc pétrolier majeur au niveau mondial parce que, on ne découvre plus rien. Alors les investissements ont pas mal diminué, depuis une dizaine d'années, même s'ils restent très supérieurs à ce qu'il y avait, il y a une vingtaine d'années, mais on trouve globalement plus rien. Là, l'année dernière, on a découvert, moins de 10 de ce qu'on a consommé. Donc, tu si tu gagnes, 100 € par mois, que tu en dépenses, 1 000 par mois, tant qu'il reste de l'argent sur ton compte, ça passe, mais tu te doutes bien que c'est pas une situation qui est extrêmement pérenne. Et donc, ça, on sait que les prochaines années vont être très compliquées là-dessus. Elles vont l'être aussi sur le gaz parce que l'Europe est de plus en plus dépendante de la Russie, parce que tous les pays producteurs de gaz en Europe sont en déclin, notamment la Norvège qui est le deuxième fournisseur de l'Union européenne et qui est en déclin depuis 2017. Donc on est de plus en plus dépendant de la Russie qui elle-même est de moins en moins dépendante de nous et qui nous a montré ces derniers mois qu'elle était prête à user de ce levier pour faire pression sur l'Europe, notamment dans le cas de la crise ukrainienne. Donc les prochaines années en termes d'approvisionnement gazier pour l'Europe, risquent aussi d'être compliquées. Dans tous les cas, le gaz coûtera plus cher et en termes de sécurité d'approvisionnement, on n'a pas de certitude. Et ensuite, troisième point, tous les pays d'Europe de l'Ouest ferment des capacités pilotables. Les capacités pilotables sont celles qui peuvent produire quand on en a besoin, donc les centrales fossiles, les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques. Donc plein de pays ferment surtout des centrales à charbon et à nucléaire. Par exemple, le Royaume-Uni va sortir du charbon en 2024 et va fermer toutes ses centrales nucléaires sauf une d'ici 2030. Alors là, pour des raisons de vieillissement, c'est pas du tout une politique de sortie du nucléaire. L'Allemagne a fermé 4 gigawatts de nucléaire en décembre, va en refermer 4 en décembre prochain et va fermer 14 gigawatts de charbon d'ici 2023, c'est-à-dire plus de 20% de ses capacités pilotables d'ici 2023. La Belgique veut fermer les centrales nucléaires qui produisent la moitié de son électricité d'ici 2025. L'Italie et l'Espagne ont encore du fioul et du charbon à fermer et l'Espagne veut aussi fermer ses centrales nucléaires. Donc, en fait, ça va pas passer. Chacun, veut fermer ses capacités pilotables en se disant: «Bah, de toute façon, vu que j'ai des interconnexions avec mes voisins me vendront de l'électricité quand j'en aurai besoin». Sauf que quand on va à plusieurs dans un restaurant, en fin de soirée, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui ait sa carte. Si tout le monde compte sur les autres, ça passe pas. Ouais, j'aime bien Et l'analogie. Et je te demandais des motifs d'espoir. On n'a pas beaucoup là quand même. alors, j'y viens, T'as enfoncé le clou. j'ai enfoncé le clou. Heu En fait, ce sont des motifs d'espoir, je pense, pour la prise de conscience. C'est-à-dire que, ça va obliger, je pense, à remettre du pragmatisme dans les débats sur l'énergie. Tant qu'on n'a pas de problème, en fait, on peut prendre des décisions à l'emporte-pièce, complètement en décalage avec les enjeux parce qu'on n'a pas assumé les conséquences, on voit pas les conséquences. Quand ça commence à devenir très difficile, c'est ce qu'on voit avec le Covid, par exemple, avec le Covid, si un gouvernement, prend des bonnes décisions, il s'en sortira mieux en termes de morts, d'engorgement des hôpitaux et cetera, qu'un gouvernement qui prend des mauvaises décisions. Donc ça pousse les gouvernements à vraiment regarder ce que disent les scientifiques, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas et puis à bien gérer le truc. Ouais, Alors mais il y a eu des on a réussites un et des problème de échecs, temps, on a un mais problème de temporalité quand même, voilà. parce que sur la maintenance des parcs, aujourd'hui, on Mmh, dit qu'on est presque en retard sur le lancement de programmes majeurs de maintenance du parc pour s'assurer que les vieilles centrales sont encore exploitables assez longtemps pour nous laisser le temps de construire, parce que la construction de nouveaux EPR peut prendre 15 à 20 ans. Il y a quand même un problème de temporalité. Enfin, je veux dire, ok, j'ai été premier surpris qu'on mmh, puisse produire un vaccin efficace en moins de 6 mmh. mois ou moins d'un an. Mais là, quand même, en production électrique. Et puis, quand on se sera réveillé et que dans 20 ans, on aura nos centrales, il faudra renouveler le parc de renouvelables. Parce qu'un parc de renouvelables, Mmh. c'est une durée de vie de 25 à 30 ans. Donc, tu vois ce que je veux dire. Le problème de temporalité, il est pas sur la maintenance. Enfin, ça, la maintenance était planifiée, elle est faite comme il faut. Le problème de temporalité, et là, je te rejoins tout à fait, c'est que, bah, globalement, on aurait dû investir, il y a plusieurs années, voire décennies,
comment il s'appelle, Claude Lacoste, l'ancien président de l'ASN, en 2012 écrivait dans Les Échos qu'il fallait le gouvernement doit se garder des marges de production d'électricité parce que l'ASN ne veut pas avoir à décider entre couper l'électricité aux gens et arrêter une installation qu'elle estime n'étant plus sûre. Donc ce problème-là, c'est pas un problème nouveau. Là, maintenant, j'ai pas de solution miracle à proposer, à part dire que investir aujourd'hui et prendre des décisions aujourd'hui, c'est toujours mieux que les prendre demain. Donc on aura toujours plus de marge de manœuvre et ça se passera toujours mieux si on le fait maintenant que demain. Mais ça aurait été effectivement mieux de le faire hier. Et là où je disais qu'il y a quand même un motif d'espoir, c'est que vu que la situation va se tendre sur le plan énergétique, je pense qu'on va prendre conscience, alors malheureusement pas pour le climat, mais de la fragilité de notre dépendance aux combustibles fossiles. Et ça peut dynamiser nos politiques de sortie des fossiles. Il suffit de voir, là par exemple, tout le monde quasiment était pro-gaz en Europe dans la dernière décennie. Là, avec ce qui s'est passé avec la Russie et l'envol du prix du gaz, c'est quand même sérieusement remis en question dans un certain nombre de pays. Euh, la compréhension des mécanismes du climat, elle n'a pas changé dans les derniers mois. Ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait il y a quelques mois, il y a quelques années. C'est juste que les politiques ne prennent pas du tout leurs décisions en fonction du climat. Le climat, pour eux, c'est juste un élément de langage. Par contre, la précarité énergétique, le coût de l'énergie, ça c'est vraiment quelque chose qui peut les affecter parce que si l'électeur, qui est aussi consommateur, n'est pas content, il va voter pour quelqu'un d'autre. Et donc, face à un envol du prix des fossiles, les politiques vont vraiment devoir s'attaquer au problème des fossiles. Et donc, pour moi, le côté positif, entre guillemets, était là. Mais c'est pour ça que je disais que c'était décevant d'en arriver là. C'est qu'il faut vraiment se prendre une énorme baffe pour enfin réagir alors que tous les éléments étaient sur la table depuis des années. Mais Est-ce on que est aussi passé à il y a côté. un réel problème de. Est-ce que l'argent aussi est un problème? Est-ce que c'est un frein aujourd'hui? Ça a été un frein à la marche en avant, au changement. Il y a eu une prise de problème politique. Est-ce qu'il y a aussi un problème financier derrière ou pas? Toi qui es un petit peu dans les sphères peut-être. Un problème Au financier, moins. pourquoi? Pour Non, je investir? sais pas. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est un frein? Parce que je vois là, j'avais de nouveau sous les yeux un papier de Christian Bruch là de Siemens Energy. Beaucoup de blabla dans son document, mais un des points, il note Unleash the Financial Power, comme si l'argent aujourd'hui mis sur la table par les Ah oui, je gouvernements sais très bien. était pas suffisant et nécessaire. Honnêtement, le problème, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de projet. L'argent, c'est vraiment pas un problème d'en trouver, enfin, surtout pour un État, puis notamment pour la France. Le problème, c'est vraiment de susciter les bons projets à financer. Et un autre problème, c'est d'accepter de voir là où sont nos fragilités et d'y répondre. Alors quand je dis ça, ça peut paraître trivial, mais le politique est élu pour satisfaire les gens qui votent pour lui. Et les gens qui votent pour lui n'ont pas du tout envie qu'il touche à la voiture ou au chauffage. Donc, en fait, c'est aussi pour ça, je pense que le politique s'escrime tant à opposer éolien et nucléaire, c'est que finalement, ça permet de débattre de l'énergie sans toucher les gens. Oui, tout à fait. Qu'on parle d'une éolienne ou d'une centrale, Ça, toi, dans ton ça touche. quotidien, ça change rien. Par contre, si le politique commence à dire, bon, bah, vous êtes bien gentil, mais par contre, le gros SUV, là, c'est plus possible. Donc maintenant, on ne va autoriser à la vente en France que des voitures légères qui consomment peu et qui émettent peu de CO2. La vente de chaudières à fioul est interdite, la vente de chaudières à gaz va être interdite. On va vous aider à les remplacer, mais ça va quand même nécessiter de venir chez vous, de faire des travaux. Il y aura peut-être éventuellement un truc que vous allez quand même devoir payer. Si vous avez un logement chauffé au fioul, vous n'avez pas le droit de le louer. Si on dit des choses comme ça plaît quand même vraiment pas à l'électeur. Et donc, c'est pour ça que le politique a vraiment du mal à accepter ça. Jusqu'en 2018, l'installation d'une chaudière à fioul était encore subventionnée au titre du crédit d'impôt transition énergétique. Alors, du point de vue du politique, je le comprends tout à fait. C'est-à-dire que le politique se dit: «Ah ouais, mais le foyer très modeste qui a sa chaudière à fioul qui tombe en panne, ce qui va lui coûter le moins cher sur le coup, c'est de réinstaller une chaudière à fioul plus efficace et vu qu'elle est plus efficace, ça justifie d'un point de vue, environnemental de remplacer et donc on va l'aider à installer ça». Mais en fait, déjà, effectivement,
une chaudière à fioul moderne est mieux qu'une vieille chaudière à fioul, mais bon, ça reste quand même une chaudière à fioul. Et en plus, on subventionne la précarité future de ce ménage-là. C'est-à-dire qu'on lui a permis d'installer un truc qui va durer 20 ans et qui va lui poser problème dans 5-10 ans. C'est catastrophique et c'est irresponsable de la part des gouvernements qui ont laissé faire ça. Interdire l'installation de chaudières à fioul, c'est pas embêter les gens, c'est les éviter, parce que les gens, n'ont pas forcément les compétences pour, s'intéresser au marché futur du pétrole à 10 ou 15 ans, ni les compétences ni l'intérêt. Ça, c'est le rôle du gouvernement, d'éviter que les gens puissent acheter des trucs, qui va les mettre dans un cul-de-sac. Mais je pense que là, on reboucle sur le sujet de l'éducation et de l'information. Et j'en parlais aussi avec Rodolphe, je dis, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi la communication, on est capable de faire des campagnes de sécurité routière, des campagnes de communication massive pour la santé, on a vu avec le vaccin. On n'a pas pris du tout à bras le corps une campagne de communication éducative à grande échelle en France sur les enjeux climatiques ou les enjeux qui permettraient tout à chacun, au jour le jour, d'identifier des actions concrètes et les implications que ça a de changer son mode de vie, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, un exemple de ce que tu dis, c'est un sondage qui a été fait 2-3 fois là dans les dernières années, où on posait la question aux gens: «Est-ce que vous pensez que l'énergie nucléaire, émet ou non beaucoup de gaz à effet de serre?» Et une majorité de la population, pense que oui. Et ça souligne, quelque chose d'assez important à mon sens. C'est que si le niveau du débat sur le climat en France est peut-être de meilleure qualité, par exemple qu'aux États-Unis, il y a pas beaucoup de gros climato-sceptiques en France, surtout dans le milieu politique. Alors il y a des gens avec qui ça parle assez peu, je pense, mais ceux qui disent vraiment il y a pas de changement climatique, sont peu nombreux et marginalisés. Mais ça suffit pas. Être préoccupé par le climat sans savoir ce qu'est le climat, en soi, ça permet pas de résoudre le problème. Si les gens sont préoccupés par le climat, mais ne comprennent pas que le problème du climat, c'est avant tout un problème d'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que ces gaz à effet de serre sont principalement émis par les combustibles fossiles et dans une moindre mesure par leur alimentation, notamment la viande de ruminants, bah, ils accepteront pas que le politique agisse sur la cause du problème. Et 2, ils peuvent attendre du politique qu'il agisse sur des choses dont ils pensent que ça contribue au problème, alors que ça n'y contribue pas. Or, le politique voulant satisfaire l'électorat, ça lui posera aucun problème, de parler beaucoup de climat si l'électorat est préoccupé par le climat, tout en défendant des mesures qui vont aggraver le changement climatique, si l'électorat pense que ces mesures vont dans le bon sens. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin, je pense, de former la population, notamment, au collège, lycée et cetera, à ces problématiques-là. Alors il y a déjà des cours de physique-chimie, mais au-delà des règles fondamentales de physique-chimie, je pense il y a une éducation à faire sur ces grands enjeux, sur les enjeux énergie et société, énergie et climat, pour au moins que la population sache dans les grandes lignes ce qu'est le climat, d'où vient le changement climatique et comme ça qu'elle puisse comprendre, les Ouais. enjeux derrière et les mesures à y apporter. Ouais, ouais, non, mais je pense que c'était l'idée. La Convention citoyenne pour le climat a été critiquée, mais moi je pense que c'était un peu l'objectif derrière. C'était d'impliquer un panel de gens lambda pour leur faire réfléchir et discuter autour de ça, faire remonter des décisions et après montrer à l'opinion publique, bah regardez, on prend des décisions qui finalement ne sont pas de notre fait à nous politiques, mais d'une convention citoyenne, etc. Après, bon, il y a eu le Covid derrière qui est venu un peu télescoper tout ça et malheureusement qui a occulté ce sujet-là, plus maintenant la campagne qui fige un peu toutes les prises de décision. Mais, mais effectivement, je pense que les prises de décision courageuses politiques, elles seront jamais prises, puisque de toute façon, on l'a vu avec même la tentative d'augmenter la taxe carbone, l'effet que ça a eu immédiatement, c'est de mettre les gens dans la rue, quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Pour moi, c'est la convention citoyenne pour le climat, c'est vraiment une opportunité en or qui a été manquée parce que, le politique, bon, déjà, est piégé par des enjeux de réélection et cetera qui l'empêchent de prendre des décisions difficiles. Ensuite,
les décisions difficiles qu'ils pourraient prendre sont susceptibles d'être moins bien acceptées par la population, qui peut penser qu'il y a d'autres enjeux derrière. Là, l'idée, c'était vraiment de dire, bon, bah, on prend un certain nombre de personnes au hasard dans la population, on les forme un problème, on regarde les solutions qu'avec leurs expériences diversifiées, en plus, qu'il n'y a pas en politique. Il n'y a pas d'ouvriers ou très peu à l'Assemblée nationale. Dans la Convention citoyenne pour le climat, il devait y en avoir parce que c'était un panel tiré au hasard. Ça permet vraiment de prendre des décisions que le politique n'aurait jamais pu prendre et à mon sens, d'en augmenter l'acceptabilité. Ce qui est dommage, c'est que finalement ces propositions n'ont en bonne partie pas été reprises. Le président aurait pu dire: «Bon, bah, voilà, se cacher derrière ce truc-là en disant: "C'est un exercice démocratique nouveau", et profiter de ça pour faire avancer un peu, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France». Mais bon, c'est une occasion qui a été manquée, à mon sens. Ok, bah écoute Maxence, on va se quitter là-dessus. Je pense que ça a été un échange très riche. On est sur une durée d'épisode qui va être assez moyennement longue, mais je pense que ça valait le coup de passer du temps sur tout ça. Merci à toi. Merci à toi pour ton invitation. Bon après-midi. Et voilà, cet épisode est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et à me laisser un petit commentaire. Je répondrai à tout le monde. Allez, à la semaine prochaine.